Les Clinton, les Obama, les Carter, les Windsor, pourquoi ces couples ne divorceront jamais? Bien qu'ils aient une relation solide avec une très grande probabilité de terminer ensemble, il n'en demeure pas moins que prédire le divorce ou le non-divorce d'un couple, et ce, avec la plus grande des certitudes, reste chose impossible. Il faut comprendre que les changements sociaux, économiques et culturels de ces dernières décennies ont entraîné l'augmentation du taux de divorce et de séparation. Depuis le début du XXIe siècle, les couples sont soumis à plus de pression et à plus de tumulte. Cependant, certains d'entre eux affichent une certaine solidité. Et étant donné que je suis sur une chaîne sur laquelle je traite d'une part des thématiques de relations humaines et sociales, et d'autre part j'analyse des stratégies de vie, j'ai trouvé à la fois intéressant mais aussi curieux d'analyser la dynamique relationnelle de ces quatre couples afin d'interroger les facteurs sociologiques mais aussi psychologiques qui peuvent expliquer leur stabilité mais aussi la probabilité de leur longévité. Comme on le sait, le couple démarre par le choix du conjoint. Ce choix n'est plus conditionné comme il le fut dans le temps. Aujourd'hui, nous effectuons des choix plus libres et plus ouverts. Et concernant les quatre couples qui nous intéressent dans cette vidéo, tous se sont librement choisis de ce que l'on sait. Pour ce qui concerne l'élection du conjoint ou du partenaire, chacun y va de son ressort. Certains se laissent aller par les rencontres hasardeuses, je verrai à qui la vie me présentera. D'autres se laissent subjuguer par le sentiment amoureux. On peut parler dans ce cas de coup de foudre. Et pour certains, le choix du partenaire est un choix mûrement réfléchi qui répond à des objectifs bien précis. Et ça a été le cas pour les quatre couples. Ici, il n'est pas dit que le choix n'a pas été romantique, mais bien qu'il ait été romantique, il a aussi été stratégique. Prenons l'exemple des Windsor. Aujourd'hui, nous sommes tous au courant des stratégies mises en place par la famille Middleton afin de permettre à leur fille Kate d'accéder par le biais de mariage à la famille royale d'Angleterre. Pour ce qui concerne les Carter, l'information n'a pas été approuvée, elle ne le sera d'ailleurs jamais, mais le couple a d'abord été formé pour des besoins de branding, pour les besoins d'image afin de booster leur carrière respective. Concernant les Obama, Barack Obama n'a pas choisi n'importe qui comme femme. Il a choisi sa maîtresse de stage de l'époque, Michelle Robinson, qui était déjà en avance en termes de carrière professionnelle par rapport à lui et qui bénéficiait d'un réseau social important. Elle connaissait pas mal de notables de la ville de Chicago dans laquelle tous les deux vivaient et dans laquelle tous les deux exerçaient. Et c'est grâce à elle que Barack Obama a pu être introduit auprès de ces notables. Et étant donné qu'il nourrissait des ambitions politiques, Michelle Obama a été en quelque sorte un profil idéal pour lui. En plus, elle lui apportait la caution black qui manquait à son CV. N'oublions pas qu'en début de sa carrière politique, Barack Obama avait été reproché de ne pas être au fait des problématiques liées aux populations noires américaines, vu qu'il avait été élevé au sein d'une famille blanche. Et cette caution black va lui permettre de conquérir aisément l'électorat noir américain qui va largement le soutenir lors de sa course à la présidence des États-Unis. Pour ce qui concerne Bill et Hillary Clinton, tous les deux ont toujours été des ambitieux politiques et tous les deux se sont nourris de cette ambition. On observe aussi une ressemblance, de fortes ressemblances au sein de ces couples, des similarités, une sorte d'appariement entre les membres du couple. Et qui parle de ressemblance ou de similarité parle d'homogamie. L'homogamie, c'est le fait d'élire un conjoint ou une conjointe avec lequel ou laquelle on partage des caractéristiques communes. Ces caractéristiques peuvent être socio-démographiques, socio-économiques ou socio-culturelles. Au niveau socio-démographique, on peut le noter, les couples sont à peu près, les membres de ces couples sont à peu près dans la même tranche d'âge. Sauf les Carter qui dérogent à la règle, et ce couple en note une différence de 12 ans. Ensuite, ils sont tous endogames, tous sont à leur premier mariage, il n'y a pas de divorcés au sein de ces couples, cela a de son importance. Et tous se sont rencontrés assez jeunes, ce qui permet d'établir une vision commune de la vie ou de l'avenir assez tôt. Au niveau socio-économique, tous sont plus ou moins issus des mêmes milieux. Les Carter, par exemple, sont dans l'industrie musicale américaine depuis leur prime jeunesse. Les Clinton, Bill comme Hillary, sont de brillants avocats. Ils sont tous les deux diplômés de Yale, de l'université au sein de laquelle ils se sont rencontrés. Tous les deux avaient déjà une certaine ambition politique qu'ils nourrissaient. Ils avaient déjà aussi une même vision politique.
Il en va de même pour les Obama. Tous les deux ont exercé dans le milieu juridique. Ils sont tous les deux diplômés de Harvard. Ils ont tous les deux fait de brillantes universités, Columbia et Harvard pour Barack Obama, Princeton et Harvard pour Michelle Obama. Tous les deux se sont élevés socialement par le biais de la réussite académique d'une part et d'autre part par la réussite professionnelle. Ils avaient déjà aussi un socle de valeurs communs. Concernant les Windsor, certes, Kate n'a pas le sang bleu, elle ne fait pas partie de la noblesse ou de l'aristocratie anglaise, mais il n'en demeure pas moins que sa famille a quand même un niveau social très élevé. Et elle, comme William, ont fréquenté l'université de Saint Andrew en Écosse, au sein de laquelle ils se sont rencontrés. Et tous les deux sont les aînés de leurs familles respectives. Donc ici, on note des critères de ressemblance, on note certaines similarités, un appariement au sein du couple, sachant très bien que les ressemblances sont des facteurs de durabilité et de maintien de couple dans la durée. Et on peut aussi ici voir que le lieu de rencontre ou le cadre social dans lequel les couples se sont rencontrés, on dit long dans la stratégie mise en place dans le choix ou l'élection du conjoint. Ils ne se sont pas rencontrés hasardeusement. Et comme le disait Michel Boson dans son livre intitulé Sociologie de formation de couple, il disait, je vais le paraphraser et je vous mettrai le livre ici, si tout le monde n'épouse pas tout le monde, c'est parce que si n'importe qui n'épouse pas n'importe qui, c'est d'abord parce que n'importe qui ne fréquente pas n'importe qui et ne le fait pas en n'importe quel lieu. Donc le lieu de rencontre ici est hyper sélectif. Cela fait déjà partie d'une stratégie de l'élection du conjoint. Donc même si Barack Obama n'était pas tombé sur Michelle Obama par exemple, il n'en demeure pas moins que la probabilité qu'il tombe sur une femme avec un profil similaire au sien soit élevée. Donc, dans ces couples, on relève de fortes similarités, de fortes ressemblances. Et ici, ce sont des critères de durabilité et du maintien du couple dans la durée. En plus de cela, les sociologues et les psychologues disent que le fait de partager un patrimoine d'habitudes sociaux communs permet non seulement plus d'attrait entre les membres d'un couple, mais permet aussi de vivre une relation plus conforme à ses attentes. C'est-à-dire que l'homogamie est en quelque sorte un gage de satisfaction au sein du couple. Par ailleurs, les mêmes façons de voir, d'agir et de faire permettent une meilleure compréhension mutuelle, mais aussi une communication plus efficace au sein du couple, tandis que les différences et les écarts sont source de friction. Ensuite, dans ces couples, on note des ambitions et des aspirations de vie commune. Il y a au sein de chaque couple des ambitions et des aspirations de vie commune. Et qui dit ici ambition parle non plus d'un simple mariage ou d'une simple union, mais parle aussi de partenariat. C'est-à-dire, les couples s'associent, ils deviennent des partenaires, ils s'associent. L'association entre les deux membres du couple, une association pour un but ou un objectif escompté. Et grâce à cet objectif ou grâce à cette ambition, chaque couple doit en retirer. On retirera une gratification personnelle importante. Il faut le retenir, gratification personnelle importante. Et pour y parvenir, chaque membre du couple apporte ses forces. Des forces qui ne sont pas souvent, qui sont très souvent complémentaires et bien moins souvent identiques. Ça peut aussi être identique, mais les forces sont souvent complémentaires. Pour pouvoir illustrer mon propos ici, je vais sortir hors du cadre de ces quatre couples. Je vais prendre l'exemple de Jacqueline Kennedy. Comme on le sait tous, Jacqueline Kennedy a épousé Onassis après la mort de son mari John Fitzgerald Kennedy. Et ce mariage qui était aussi un partenaire, chaque membre du couple trouvait une gratification personnelle importante. Onassis, en épousant Jacqueline Kennedy au détriment de Maria Callas, avec laquelle il avait quand même entretenu une relation depuis pas mal d'années, était en quête de prestige et de notoriété. Bien qu'il soit l'homme le plus riche à cette époque, il n'en demeure pas moins qu'il était toujours en quête de prestige et de notoriété. Quant à Jacqueline Kennedy, elle n'était pas en quête de prestige, je ne pense pas. Elle avait plus de prestige à être la femme de John Fitzgerald Kennedy, qui était à la fois président des États-Unis et qui faisait partie de la famille Kennedy, avec tout le prestige et la notoriété liée à cette famille à cette époque. Chez Onassis, elle est allée chercher la sécurité. La sécurité, en fait, la sécurité que peuvent
apporter les finances pour elle et aussi pour ses enfants. Donc chaque membre du couple avait une gratification personnelle importante qu'il trouvait au sein de ce partenariat. Et pour les couples qui nous concernent dans cette vidéo, il y a une sorte de complémentarité qui s'est mis en place. Les membres du couple apportent chacun ses forces afin de pouvoir atteindre les ambitions ou les objectifs escomptés. Et ici, à bien y regarder, les femmes sont en quelque sorte devenues des indispensables pour leur mari. Elles ont été stratégiques dans ce cas. Si on prend l'exemple de Kate et William, William n'a pas attendu Kate pour régner, il est né pour régner, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, avec la notoriété, le capital sympathie et de confiance qu'a pu se forger Kate, elle est en quelque sorte devenue indispensable au bon règne de son mari. Et cette indispensabilité crée un lien d'attachement profond. Les maris ne peuvent pas se dissocier aisément de leur femme sans se détruire eux-mêmes. Il y a une sorte de destin lié au sein de ces couples. Si on prend le cas de Barack et de Michelle Obama, elle a été assez réticente en début de carrière politique de son mari. Il n'en demeure pas moins qu'elle en est devenue par la suite le pilier. Elle a aidé son mari à accéder à la présidence des États-Unis, à devenir le premier noir à accéder à la présidence des États-Unis. Et elle en a retiré une gratification personnelle importante. Grâce à cela, elle a pu se construire, grâce à son statut de First Lady, elle a pu se construire une autorité. Ça vous apporte aujourd'hui. On peut le voir avec tous les exemplaires qu'elle vend lors de la sortie de ses livres et toute la tournée phénoménale qui s'ensuit. Je ne pense pas qu'elle aurait pu se construire une telle notoriété si elle n'avait pas été Madame Obama. Concernant Bill et Hillary, ça a toujours été deux ambitieux politiques avec une très grande ambition. Leur mariage a été aussi une sorte de pacte. Le documentaire sur Netflix intitulé Bill et Hillary, les ambitions, Bill Hillary au pouvoir, les ambitieux du pouvoir. Je vais vous le mettre ici, l'explique parfaitement. Et dans ce documentaire, il est dit que le plan était bel et bien établi. Le plan était que Bill Clinton puisse d'abord accéder à la présidence, vu qu'il était l'homme du couple, avec tous les avantages que la société lui confère. Il était question d'en faire un président. Et grâce à sa connaissance du métier, à son expérience dans le milieu politique, à son carnet d'adresses, il aurait permis à Hillary d'accéder aussi à ce poste et de devenir la première femme à être à la présidence des États-Unis. Ça n'a pas été le cas, comme on le sait. Hillary n'a pas pu être élue présidente des États-Unis, mais il n'en demeure pas moins qu'en tant qu'ex-première dame, elle a pu quand même mener une carrière politique, pas à la hauteur de ses ambitions. Mais elle a été sénatrice de l'État de New York. Elle a aussi été secrétaire aux affaires étrangères lors du second mandat de Barack Obama. Pour ce qui concerne Kate et William, le choix de Kate pour William a été un choix sécuritaire. N'oublions pas que la couronne britannique devient de plus en plus fragile. La couronne britannique devient de plus en plus fragile, elle fait face à pas mal de résistance. En plus, avec la mort de la reine qui était gage de stabilité de cette institution royale et les scandales liés aux membres de la famille royale, en plus du prince Charles qui n'est pas un monarque très charismatique, il est fort probable que William puisse hériter d'une couronne assez fragilisée. Et étant conscient, l'institution royale étant consciente de cela, il lui fallait faire un choix sécuritaire, c'est-à-dire un choix pour lequel on réduirait le maximum possible les risques de divorce. Et dans ce cas, Kate était la candidate idéale, vu qu'elle avait fait ses preuves, elle avait montré à William à quel point elle voulait se faire épouser. N'oublions pas qu'à un moment donné, on l'appelait Waity Katie, la presse britannique la surnommait Waity Katie, vu qu'elle avait, par rapport à d'autres femmes qui ont épousé les membres de la famille royale, elle avait attendu plus longtemps avant de se faire passer la bague au doigt. Et en raison de son attente et de sa volonté à intégrer la famille royale, elle était plus encline à la dévotion, plus encline au respect de l'institution royale et à la vie monarchique, sachant très bien que la vie monarchique a ses contraintes, a plusieurs contraintes à certains égards. Et Kate, elle aussi, elle poursuivait son ambition. En épousant William, elle était aussi en quête de prestige. Elle aussi, elle a l'ambition de se faire couronner reine consort auprès de son mari. Et elle ambitionne aussi de voir son fils, George, prendre la couronne après son père. Donc ici, chaque couple trouve une gratification personnelle importante. Concernant les Carter, Beyoncé sans Jay-Z, Jay-Z sans Beyoncé, on ne sait plus ce que ça donne. Leur image est tellement associée depuis fort longtemps que l'un sans l'autre, on ne sait plus ce que ça va donner. À eux deux, leur image vaut des millions.
C'est tout ce que je peux dire pour le couple Carter. En plus de cela, en plus de l'ambition qui est gage de maintien du couple et de solidité et de maintien du couple dans la durée, il y a aussi le fait que les femmes soient en situation d'hypergamie. Dans ces cas de couple, toutes les femmes sont en infériorité sociale par rapport à leur mari. À certains égards, ça reste discutable, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, elles restent en quelque sorte en infériorité sociale. Ça n'a pas souvent été le cas dans le couple Obama et dans le couple Clinton, mais aujourd'hui, on peut dire qu'elles sont en infériorité sociale par rapport à leur mari. Et elles ont aussi en quelque sorte trouvé leur meilleure option masculine. En quelque sorte, ça reste aussi discutable selon la vision de tout un chacun et selon la vision de couple ou de la vie de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, avec les avancées en termes de droits de la femme et avec tout le féminisme, les femmes peuvent poursuivre leur carrière et se faire leur propre argent, mais il n'en demeure pas moins que le désir d'hypergamie est toujours plus prégnant chez les femmes que chez les hommes, et les femmes sont toujours plus séduites à être la femme d'un homme de pouvoir ou à être avec un homme en supériorité sociale. Et l'homogamie comme l'hypergamie sont des gages de solidité du couple, mais aussi de maintien du couple dans la durée. Et ça reste un facteur. Ensuite, qui dit hypergamie, dit aisance financière et aisance sociale. N'oublions pas que dans ces couples, il y a d'importants moyens financiers, ce qui permet une certaine stabilité, une solidité au sein de ces couples et aussi un maintien du couple dans la durée. Sachant très bien que le manque d'argent est souvent source de conflits, de frustration et de stress au sein d'un couple pouvant amener à des divorces. En plus, l'argent, le capital financier important permet d'avoir accès à un réseau de soutien et de conseil. J'entends par réseau de soutien tout le personnel qui permet d'alléger mentalement les membres du couple, c'est-à-dire les gouvernants, les gouvernantes, les employés de maison, les nounous pour les enfants, qui permettent à chaque membre du couple de se décharger en fait de la charge mentale qui implique la charge mentale quotidienne de la famille. Et en ce qui concerne le réseau de conseils, j'entends par là tout ce qui concerne les conseillers matrimoniaux, les coachs de vie, les conseillers en images, les thérapeutes, le fait de s'offrir des vacances thérapeutiques qui permet au couple de pouvoir surmonter certains obstacles en cas d'obstacle ou en cas de difficulté au sein du mariage. Donc les capitaux financiers, le capital financier important au sein de ces couples aussi est gage ou facteur de stabilité, de solidité, mais aussi de maintien du couple dans la durée. Pour terminer, il y a aussi la préservation de la réputation, la préservation de l'image et la préservation du symbole. Ces couples, les membres de ces quatre couples les 8 membres de ces quatre couples sont devenus aujourd'hui des personnalités publiques. Et qui dit personnalité publique dit image à préserver, dit réputation à préserver et dit capital symbolique aussi à préserver. Ils ont construit des intérêts mutuels à préserver. Leur image est devenue une image d'une marque, il faut le préserver. Et au-delà même aussi de toute cette image, il y a aussi des intérêts financiers, il y a d'autres intérêts qu'il faut préserver au sein du couple. Et ce sont des raisons supplémentaires de pouvoir travailler sur leur couple et de se maintenir dans le couple malgré les difficultés et malgré les obstacles. On peut prendre déjà le cas de Bill et Hillary Clinton, comme on le sait, malgré les allégations concernant les infidélités de son mari, il n'en demeure pas moins qu'Hillary Clinton est restée auprès de son mari. Elle n'est pas simplement restée par amour, elle est peut-être restée par amour, mais elle est aussi restée parce qu'il y avait un capital à préserver, il y avait une image à préserver et une autorité à préserver. Et en divorçant de son mari, elle aurait aussi perdu un peu elle aurait perdu en termes d'image, en termes de réputation, et elle aurait aussi réduit en cendres un symbole que l'on a pu difficilement ériger. Donc, il y a tous ces intérêts. On peut prendre aussi l'exemple du prince Charles, c'est un bel exemple dans ce cas. Le prince Charles, en divorçant de Lady Diana, a perdu en termes d'image, de réputation et de notoriété. Et aujourd'hui, il continue toujours d'en payer le prix. Donc voilà, ce sont des raisons qui permettent au couple de se maintenir, même s'il n'y a plus de lien d'attachement, même s'il n'y a plus d'amour en tant que tel. Mais tous ces intérêts, toute cette réputation, tout ce capital symbolique à préserver fait en sorte que les couples puissent se maintenir et puissent surmonter les obstacles dont ils peuvent faire face. Donc voilà un peu les facteurs qui peuvent en quelque sorte expliquer la solidité, mais aussi la probabilité de longévité de ces couples. La longévité de ces couples, vu qu'Hillary et Bill Clinton et Barack et Michelle Obama ont déjà plus d'une trentaine d'années de mariage.
Donc voilà les facteurs que moi j'ai pu révéler ici et là. N'oublions pas que la durabilité d'un couple ainsi que la solidité répondent à des critères multifactoriels. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez et quels sont selon vous les facteurs qui peuvent expliquer la solidité de ces couples ainsi que leur longévité. L'histoire de ces couples, pour ajouter l'histoire de ces couples, nous apprend aussi que le prince qui épouse la bergère, c'est un conte de fées. Ça peut exister, mais ça existe rarement. Et j'aurais aussi pu inclure dans cette analyse au couple Beckham. Sur eux, je pourrais faire une autre vidéo pour voir comment ils sont devenus un power couple et je pourrais aussi les jumeler à d'autres couples. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comme ça je pourrais traiter de ce sujet dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ma dernière vidéo a fait plus de 1000 vues, mais je n'ai que 79 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo, ce qui est très peu. Abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Partagez, likez si vous avez aimé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine en espérant que d'ici là, vous porterez bien. Au revoir.